Nous recevons maintenant Madame Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux, ministre de la Justice. Nous lui souhaitons la bienvenue au nom de la Commission, en la remerciant d'avoir pu se rendre en personne devant nous en dépit des difficultés que connaît le transport aérien. Madame la ministre, il nous a semblé indispensable de vous entendre compte tenu de votre riche expérience en tant que responsable politique de premier plan. Vous avez été ministre de la Justice entre 2012 et 2016. Vous avez eu, à ce titre, une connaissance approfondie des problématiques relevant de ce ministère et singulièrement des sujets relatifs à l'administration pénitentiaire qui occupent évidemment beaucoup les travaux de notre commission. Nous souhaitons donc connaître votre sentiment et vos analyses à la lumière des faits qui se sont produits le 2 mars 2022 à la Maison centrale d'Arles et évidemment des travaux qui ont déjà été menés, notamment le rapport établi par l'inspection générale de la justice. Au-delà de ce point précis, nous allons vouloir vous entendre sur deux sujets en particulier. Le premier concerne la politique de lutte contre la radicalisation en prison. Certains acteurs de l'administration pénitentiaire auditionnés par notre commission d'enquête nous ont indiqué que vous n'étiez pas, par exemple, particulièrement favorable à l'époque à la mise en place de structures spécifiques pour gérer les détenus terroristes ou radicalisés. Donc, vous nous apporterez évidemment des éléments ou des compléments ou des nuances à ce sujet. Le second concerne évidemment le statut de détenu particulièrement signalé, puisque le drame qui s'est joué à Arles concerne 2 détenus qui étaient sous ce statut, mais évidemment, tel qu'il a été appliqué notamment aux 3 membres du dit commando Érignac. Nous souhaiterions savoir comment vous avez eu à gérer leur situation, à évaluer les demandes faites par les intéressés, les familles, mais aussi la société insulaire, tendant à la levée de ce statut pour permettre le rapprochement familial dans l'île. À quel niveau et selon quelles modalités ces dossiers étaient-ils traités, sachant que nous avons déjà évidemment interrogé d'autres acteurs, anciens gardes des Sceaux et des membres de l'administration pénitentiaire. Et en fait, au-delà des faits graves, évidemment, pour lesquels ces 3 hommes avaient été condamnés, la question c'est est-ce que vous pouvez nous indiquer aujourd'hui, puisqu'on souhaite avoir un regard maintenant de recul sur cette question pour se projeter dans l'avenir, si leur maintien sous le statut DPS a répondu uniquement à des considérations strictement juridiques, ou est-ce qu'il y avait d'autres dimensions plus larges, symboliques ou politiques qui sont intervenues. Globalement, estimez-vous nécessaire, parce que c'est un débat qui est né au travers de notre commission, au travers de certains nombre d'acteurs, de faire évoluer le régime encadrant ce statut, afin éventuellement d'objectiver ou de tendre à objectiver les décisions prises en la matière, puisque si on se repose sur le propos du directeur de l'administration pénitentiaire actuel lui-même, il dit que seuls 3 de ces critères en vigueur relèvent de l'appréciation de l'administration pénitentiaire. Les 3 autres sont, je cite, larges, évidemment de nature en particulier judiciaire, davantage sujet à interprétation, et peuvent donc dès lors nourrir, selon les détenus concernés, un sentiment ou un soupçon, quelquefois, de gestion arbitraire ou interprétative. Bon, donc en gros, certains acteurs se sont positionnés pour savoir s'il était utile ou non de confier cet office à l'autorité judiciaire, plutôt que de le maintenir sous le pouvoir réglementaire lié au ministère de la Justice. Madame la ministre, notre rapporteur vous a aussi évidemment adressé un questionnaire pour vous permettre de préparer cette audition. Nous vous remercions de bien vouloir transmettre ultérieurement à la commission les éléments de réponse écrits, ainsi que tout autre élément que vous jugerez utile de porter à la connaissance de nos travaux. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Ministre. Moi, c'est à plusieurs titres, à 2 titres principaux que la commission dont je suis le rapporteur juge utile de vous auditionner aujourd'hui. Le Président l'a rappelé, d'abord le fait que vous ayez été durant presque 4 ans garde des Sceaux et que vous ayez eu à connaître la question notamment de la détention d'Ivan Colonna, détenu classé parmi les détenus particulièrement signalés. Mais également, je tiens à le dire, votre regard rétrospectif, comme le disait Monsieur le Président, sur le fonctionnement de notre système carcéral, sur le fonctionnement de notre système par rapport à ces détenus, dits détenus particulièrement signalés. Votre approche par rapport à tout cela nous sera, à mon avis, particulièrement utile dans le cadre de la rédaction du rapport qui est proche. Je voulais vous remercier d'avoir fait le déplacement vers nous.
Alors, comme il est d'usage, Madame la Ministre, en application de l'article 6 de l'ordonnance numéro 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, d'activer votre micro, de lever la main droite et de dire « Je le jure ». Je le jure. Merci. Vous avez la parole pour une dizaine de minutes. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés. Merci à vous également pour la souplesse dont vous avez fait preuve en permettant que cette audition soit reportée d'une semaine, puisque je réside de l'autre côté de l'Atlantique et qu'il m'était possible d'être présente physiquement cette semaine, ce qui n'était pas le cas la semaine dernière. Donc je vous remercie d'avoir permis que cette audition soit reportée de façon à ce qu'effectivement je sois présente plutôt que de la faire par visioconférence. J'ai effectivement reçu le formulaire qui m'a été transmis par l'administration. Je remercie l'administration aussi qui a fait preuve de souplesse et de réactivité et qui m'a informé. Dans ce questionnaire que vous m'avez adressé, Monsieur le rapporteur, vous m'interrogez en première question d'ailleurs sur ma réaction lors de l'annonce de la mort, le meurtre ou l'assassinat, semble-t-il, de M. Yvan Colonne. Alors, en toute décence, je considère que, en la circonstance, seuls les sentiments, la subjectivité, les émotions des familles Colonne et Rignac peuvent mériter considération. Je vais peut-être, moi, simplement dire ce qui m'est revenu, ce qui m'est remonté à cette annonce. D'abord, sans doute, des images du double choc ressenti en 1998, après l'assassinat du préfet Claude Érignac, et quelques jours après, une manifestation massive de protestation. Je me suis souvenue avoir été surprise par la manifestation, donc j'avais réalisé à cette époque-là qu'on pouvait avoir des préjugés par méconnaissance, avoir des idées préconçues. Ce que je savais de la Corse à cette époque-là, c'était essentiellement des faits liés à l'histoire, c'est-à-dire Pascal Paoli, son œuvre et sa personnalité, par exemple, Bonaparte, bien entendu, les exploits des Corses lors de la Deuxième Guerre mondiale, et puis, de façon plus contemporaine, le sujet foncier et le volet particulier de l'aménagement du littoral. Tout le reste, c'était essentiellement ces feuilletons au fil d'actualité, de faits divers plus ou moins graves. Je crois que c'est ce qui explique la surprise que j'ai éprouvée en voyant les images de cette immense manifestation de protestation. Il se trouve qu'en 2003, j'étais présente en Corse dans la semaine du référendum sur la réforme du statut du territoire. Et donc également pendant le week-end, et j'étais donc présente lorsque le ministre de l'Intérieur de l'époque, avec ses mots particuliers, a fait connaître l'arrestation d'Yvan Colonne. Et je me souviens aujourd'hui encore parfaitement de la façon dont l'ambiance est devenue pesante, brusquement, et des résultats de ces référendums. Je dis cela simplement pour faire savoir que je sais à quel point tous ces événements sont liés. Je parlais tout à l'heure d'un feuilleton de faits divers. Le feuilleton a repris assez vite après l'assassinat du préfet Érignac et la manifestation, notamment avec l'affaire des paillotes. Donc l'approvisionnement en matière de clichés s'est poursuivi. Donc, si je rappelle ces événements, c'est pour dire que je sais bien à quel point j'ai des engagements politiques, que je ne les dissimule pas. Je sais bien à quel point tous ces événements sont liés entre eux et à quel point ils pèsent sur le climat politique en Corse. En tant que j'ai noté également que lors de la dernière cérémonie en hommage au préfet Claude Érignac, des déclarations ont été faites et j'ai lu dans la presse, y compris la presse corse, qu'il y avait eu un esprit de concorde et de responsabilité. Sinon, en qualité d'ancienne garde des Sceaux, je dirais que le décès d'un détenu placé sous l'autorité et la surveillance de l'État
est un fait extrêmement grave. Il est lourd, et notamment lorsqu'il est issu d'une pareille violence. Et je dirais, en tant qu'ancienne garde des Sceaux, qu'objectivement, il s'agit d'une faillite. J'ai conscience que le mot peut être considéré comme extrêmement lourd, donc je dirais qu'en tout état de cause, c'est un échec. Et en disant cela, évidemment, je ne mets personne en cause, il ne m'appartient pas de porter un jugement sur ces faits. Le meurtrier, l'assassin répondra seul de son acte. Mais j'exprime là simplement une position de principe, selon l'éthique de responsabilité au titre de l'exercice de la puissance publique. Donc sans mise en cause de qui que ce soit. Je vais répondre à toutes vos questions. J'ai reçu ce questionnaire plutôt que de répondre aux questions. Je sais justement que vous avez auditionné d'autres personnalités entre le questionnaire et aujourd'hui. Et peut-être qu'il vaut mieux que j'écoute la formulation de vos questions pour y répondre selon l'angle que vous aurez choisi pour les formuler. Merci Madame la Ministre pour ce propos liminaire. Effectivement, nous allons laisser libre cours au jeu des questions et des réponses. Alors, vous avez bien voulu avoir un regard, je dirais, quelque peu historique sur l'histoire longue qui, effectivement, fait que c'est un drame qui fait remonter à la surface beaucoup de choses. Vous l'avez indiqué, un traumatisme initial qui est l'assassinat du préfet Rignac et une histoire longue de 25 ans, puisqu'il s'est écoulé 24 ans entre l'assassinat du préfet Claude Rignac et l'assassinat d'Yvan Colonne, avec évidemment une volonté de la société insulaire aujourd'hui de vouloir se projeter dans l'avenir, et ces travaux, humblement, modestement, même s'ils ne sont pas seulement faits pour cela, mais ils embrassent aussi l'idée qu'en mettant de la lumière sur ce qui s'est passé le 2 mars 2022, et sur les mécanismes qui ont conduit, et en actant des recommandations pour l'avenir, contribue à cette mise en perspective et contribue aussi à rendre un peu la dignité aux uns et aux autres qui ont souffert, et trop souffert, dans cette histoire longue. Il y a eu des moments effectivement assez forts lors de cette commission. Ce n'est pas l'objet évidemment d'y revenir. Nous sommes peut-être à la 27e ou 28e audition aujourd'hui, et on vous remercie encore une fois de vous être présenté physiquement pour échanger. Si évidemment nous avons fait venir, là, et j'aborderai donc un des aspects dans ma première question, c'est pour solder, je serais tenté de dire, la gestion administrative et politique de manière globale du statut DPS et de manière particulière de ces détenus-là. Je parle effectivement des débats contradictoires et qui ont mené beaucoup de conflits, de contradictions sur la façon d'avoir géré les demandes de levée de statut DPS et ou, parce que ça aurait pu ne pas être lié, de transfert pour des raisons de rapprochement familial de ces détenus, même en l'état de leur statut. Donc, on va dire à la fois les justifications de maintien de statut, DPS les concernant, et en particulier Yvan Colonne, mais aussi les deux autres, Pierre-Alessandre et Alain Ferrand, qui aujourd'hui sont libérés, enfin du moins sont semi-libertés, puisque ça a été acté pour le deuxième pas plus tard que la semaine dernière. Et évidemment les aménagements qui auraient pu être faits ou pas du centre de détention de Borg, ou même en l'état de leur statut. Donc c'est un des volets aussi qui évidemment s'est accéléré en 2020-2021 par les dernières discussions politiques. Mais sur la question, je vais revenir par exemple à ce qu'a dit Madame Belloubet, pour donner l'état d'esprit un petit peu de notre audition, ou de nos auditions. Donc Madame Belloubet, à une des questions qui a été posée par un des députés, Mohamed Lakila, voilà, qui parlait avant la préparation d'une décision définitive du ministre de la Justice concernant ces DPS-là, poser la question de savoir s'il y avait un filtre, une discussion préalable, une préparation particulière concernant ces détenus. Il y a 225 DPS au moment où Mme Belloubet est en fonction, sur 70 000 détenus, je crois, en France. Je crois qu'on est dans ce registre-là. Elle répond, je cite, « Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question.
j'ai été informé de la question du maintien de M. Colonna sous le statut DPS. L'administration pénitentiaire faisait l'analyse me permettant de décider et m'indiquait que telle commission avait rendu un avis, mais je ne suis pas capable de vous dire s'il s'agissait d'une commission nationale ou locale, je n'en ai pas le souvenir. Je ne statuais pas sur le cas de l'ensemble des DPS, mais s'agissant de M. Colonna, des détenus aussi de l'affaire Erignac, ou des détenus basques par exemple, il y avait ce process et je prenais la décision. Bon. Elle indique par ailleurs qu'elle considère qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques en France, mais que certaines gestions de demandes de maintien du statut DPS faisaient l'objet d'une attention particulière pour des critères larges, impliquant y compris des dimensions politiques et sociologiques, où le traumatisme de l'acte intervenait. Elle parlait souvent dans son audition des détenus basques et des détenus corses. Est-ce que vous iriez dans ce sens-là pour qualifier la gestion que vous avez eue à vous, en tant que garde des Sceaux, au moment où vous étiez en fonction? Est-ce que le traumatisme de l'assassinat du préfet Erignac pesait beaucoup au point d'avoir une gestion particulière de ces détenus sur la façon de leur maintenir le statut DPS ou la façon de gérer la question de leur transfèrement éventuel en Corse? Voilà, ce sont ces questions-là que je vais vous poser en premier lieu. Et à la lumière de votre expérience en la matière, est-ce que vous pensez qu'il faut faire changer le process des demandes, judiciariser ou non, par exemple, c'est une question qui a été posée, le statut DPS? Alors, ça fait beaucoup de questions sur des sujets extrêmement lourds, en effet, qui appellent à la fois éventuellement des modifications législatives, des consolidations réglementaires et des indications des doctrines, notamment en termes de politique. Alors, à ma connaissance, le statut de DPS, il est géré par... sa source réglementaire, elle est réglementaire, elle n'est pas législative, sa source réglementaire était dans le Code de procédure pénale, maintenant elle est dans le Code pénitentiaire, et il octroie au ministre de la Justice l'autorité, c'est une autorité qui s'exprime à travers une instruction. Il va de soi, je m'adresse à des parlementaires, donc il va de soi que le ministre n'étudie pas, n'instruit pas, n'examine pas, ne se prononce pas sur le statut de chaque détenu, ou prévenu d'ailleurs, puisque les prévenus peuvent l'être, relevant du statut de DPS. La commission, sous réserve de vérification, la commission est interrégionale. Elle doit se tenir au moins une fois par an. En tout cas, pour ce qui me concerne, lorsque je suis arrivée, j'ai pris une circulaire qui a abrogé la circulaire précédente qui datait de 2007. Et dans cette circulaire, entre autres dispositions, j'ai introduit la procédure contradictoire. Ce qui permet à la personne, donc la commission, sa composition est connue, elle est inscrite très précisément dans l'instruction, et la personne concernée peut présenter des observations écrites ou orales. Elle peut éventuellement même être assistée de son conseil. Pourquoi? Parce que je me suis préoccupée, évidemment, compte tenu de la base juridique de ce statut, je me suis préoccupée de la jurisprudence. Donc, je me suis préoccupée de la jurisprudence du Conseil d'État et éventuellement de la Cour européenne des droits de l'homme. Et elle existait déjà lorsque je suis arrivée, cette jurisprudence, même si je crois qu'il y en a eu après. Mais il s'agit d'un statut qui fait grief, forcément. Et donc, c'est un statut qui peut conduire à une limitation de liberté au-delà de la limitation de liberté décidée par le jugement de condamnation. Donc, pour ces raisons, j'ai rédigé cette circulaire. Alors, lorsque je dis j'ai rédigé, je dis que c'est sous mon autorité, bien entendu, mais nous savons bien que ce sont les services qui travaillent, ainsi que le cabinet. Pour ce qui concerne M. Colonna, j'ai été informée une seule fois, c'était en juillet 2013, non seulement du maintien, dans le même temps du maintien de M. Colonna dans le répertoire des détenus particulièrement signalés, en juillet 2013, parce qu'il y avait une suspicion de préparation d'évasion. Cette audition est publique, vous me la confirmez, donc vous m'autoriserez à ne pas indiquer précisément les sources, mais il était remonté que par plusieurs sources différentes, mais évidemment, en tant que parlementaire chargé de cette commission d'enquête, vous pourrez avoir accès à ces informations, que par plusieurs sources différentes, il y avait une préparation d'évasion de M. Colonna.
Et donc l'information qui me parvient, c'est d'une part qu'il est maintenu au statut de DPS, sous le statut de DPS, et d'autre part qu'il sera transféré il était déjà à Arles, il sera transféré à Réau. Le motif du choix de Réau par l'administration pénitentiaire, c'est qu'il y avait déjà séjourné pendant sa détention préventive et qu'être en Île-de-France, c'est plus simple pour les visites familiales que s'il était dans une autre région, ce qui obligerait sa famille à venir en Île-de-France et à redescendre dans l'autre région. Donc c'est la seule fois où où m'est remontée directement une décision administrative concernant M. Colonne. Je ne sais pas si je poursuis. Pour le reste, sur le statut, donc la question qui se pose, mais je crois que vous l'avez formulée de cette façon, la question qui se pose est de savoir effectivement si l'inscription ou la levée d'inscription, je veux dire que la réunion de la commission tous les ans, c'est aussi pour permettre la levée de l'inscription, en tout cas la radiation du répertoire, relève d'une autorité administrative ou d'une autorité judiciaire. Pour ma part, dans un état de droit, je considère que toute restriction de liberté doit relever d'une autorité judiciaire. Mais c'est la question qu'il faut trancher. Il s'agit quand même objectivement aussi de la gestion de la détention. Il s'agit du quotidien de l'encadrement de la détention, des surveillantes, surveillants, de la direction de la détention. Il s'agit pour elles et pour eux d'apprécier en fait les difficultés éventuelles concernant un détenu ou un prévenu. Est-ce qu'il y a une gestion politique? Est-ce qu'il y a un critère politique? Je pense que le mot politique n'est peut-être pas le terme le plus adéquat parce que ce ne serait pas concevable, je répète, dans un état de droit que l'on gère les libertés sur un fondement politique. Mais il y a un critère qui peut ressembler à cela, en tout cas le critère qui considère que si en cas d'évasion, il y aura un impact plus fort que pour un autre détenu, compte tenu des actes qui ont fait l'objet de la condamnation ou compte tenu du profil de la personne détenue. Cette prise en considération de l'émoi que cela peut susciter dans la société, ça peut être considéré comme un critère politique, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire comment nous qui vivons ensemble en société, nous percevons des actes, des comportements, des personnalités, des situations. C'est ainsi que je pourrais comprendre votre question concernant une éventuelle gestion politique. Sinon, aussi bien pour les détenus corses que pour les détenus basques, même si je sais qu'en général, ils ne souhaitent pas, et ils ont parfaitement raison de ne pas souhaiter qu'on considère de la même façon les situations des détenus basques et des détenus corses, parce que ce ne sont pas les mêmes situations, objectivement. Mais il n'empêche qu'il y a ces revendications parfaitement légitimes, parce que moi je pense que les liens familiaux doivent être maintenus lorsque une personne est détenue. Il y a ces revendications de rapprochement. Il y a des comportements de détenus basques qui ont longtemps été des comportements, j'y mets des guillemets, collectifs, au sens où les revendications étaient portées ensemble, les demandes étaient portées ensemble, etc. J'ai fait savoir que nous sommes en effet dans un état de droit qui a supprimé les procédures d'exception, notamment la Cour de sûreté de l'État et les procédures qui étaient afférentes, et que par conséquent c'est individuellement qu'on traite les dossiers, et que personne ne peut traiter des revendications collectives. Et dès qu'ils ont introduit des demandes individuelles, j'ai rappelé par écrit qu'ils relèvent du droit commun. Pour les détenus corses, c'est la même chose. Et dès mon arrivée à la chancellerie, j'ai été sollicitée par des élus corses pour une rencontre qui a eu lieu très très rapidement, et la question des détenus a été posée très vite. Alors il y a plusieurs catégories de détenus. Il y a de mémoire environ 200 personnes originaires de Corse qui sont dans des établissements pénitentiaires. Je crois qu'au moins la moitié se retrouve soit à Ajaccio, soit à Bastia, soit à Casabianda. La question du droit commun a été posée et elle est confirmée. La question du rapprochement pour le maintien des liens familiaux a été posée également.
Et je me souviens avoir rendu compte, avoir informé les élus, parce que je pense qu'il est légitime que les élus aient connaissance de telles décisions. J'ai régulièrement informé les élus des transferts qui avaient eu lieu entre, je reprends le vocabulaire d'usage, le continent et la Corse. Je me souviens notamment, probablement la dernière fois que j'en ai informé, il y avait eu au moins une soixantaine de transferts. Pour ce qui concerne M. Colonna, en tout cas, à la période où j'étais à la chancellerie, M. Colonna, il y avait les 3 critères empêchant le rapprochement, même si on peut vouloir mettre des guillemets à empêchant. Le premier, c'est ce qu'on appelle RCP, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité. Le deuxième, c'est qu'il était encore en période de sûreté pour plusieurs années. Et le troisième, c'est qu'il était effectivement sous statut DPS. Alors, je mets dans l'ordre de gravité et de possibilités rédhibitoires. J'ai entendu, j'ai lu qu'on a considéré que le statut DPS empêchait. J'ai lu aussi que des travaux avaient été entrepris à la prison de Borgo pour permettre qu'un prisonnier ou des prisonniers maintenus au répertoire DPS puissent y être transférés. En tout cas, la sûreté est un obstacle rédhibitoire étant absolu, je ne dis pas plus important encore que le fait qu'il était sous le statut DPS. Merci pour ces éléments de réponse. Juste avant de donner la parole à M. le rapporteur pour la parfaite connaissance de cette Assemblée, puisque vous l'avez indiqué, Madame la Ministre, quand vous parliez de la question de Réau, du transfert à Réau, puisque des membres de l'administration pénitentiaire sont venus l'indiquer, mais que nous savons par les avocats, mais par d'autres aussi témoignages, on va dire que c'était une vraie fausse évasion. C'est-à-dire que puisqu'il a été transféré à Réau, mais tout de suite rapatrié à Arles, puisque même l'administration pénitentiaire a reconnu que c'était un faux bruit, qu'il n'y avait pas de tentative d'évasion lors de cette commission, ce qui évidemment avait alimenté à l'époque et après l'idée qu'on essayait de construire un argumentaire sur sa possibilité de s'évader réelle, alors que son parcours carcéral n'indiquait pas qu'il ait un risque d'évasion très, très fort. Donc c'est pour ça que devant cette commission, l'administration pénitentiaire ne parle pas de cette période-là. Il y a eu, on va dire, c'est une vraie fausse tentative puisqu'il a été tout de suite rapatrié à Arles. Le deuxième élément que je voudrais porter à votre connaissance, même si c'était avant votre accession, je dirais, au poste de garde des Sceaux, c'était le contentieux qui courait sur la demande de levée de statut DPS sur la base de l'instruction de 2007. Alors vous avez totalement raison de dire que vous avez agi pour l'intégration du contradictoire suite notamment à des avis de la Cour européenne de justice de l'Union européenne. Mais les contentieux, notamment sur l'instruction de 2007, avaient fait gagner les conseils d'Yvan Colonne au tribunal administratif de Toulon sur la notion d'excès de pouvoir à ce moment-là, puisqu'ils invoquaient parmi les moyens, le tribunal reconnaît qu'il y avait une fausse commission locale DPS de Toulon qui s'est réunie avec des faux documents, etc., même si après le Conseil d'État, in fine, dit que de toute façon, en gros, la chancellerie n'est pas liée par les commissions locales qui ne sont que pour avis, et que le pouvoir réglementaire est détenu par le ministère de la Justice, mais néanmoins, la fausse réunion en commission locale DPS de 2011, pour le coup, avant vous, a bien eu lieu ou a bien produit de faux documents pour justement justifier d'un avis négatif à la demande de levée, pour dire que voilà, on est dans l'archéologie d'un parcours chaotique, relationnel, et évidemment, cela est important de le rappeler. Monsieur le rapporteur. Madame la ministre, ton micro. Voilà, parce que sinon, voilà. Merci. Par le président qui peut avoir la parole quand il veut, vous savez, dans la pièce, il ne peut pas avoir deux micros allumés en même temps. Je confirme qu'effectivement, la ministre répondait aux élus, puisque moi-même étant député entre 2012 et 2017, vous avez interrogé dans l'hémicycle sur deux sujets. Le premier sujet était la construction d'un nouveau centre de détention, notamment en région ajaxienne, puisque vous connaissez la vétusté de celle d'Ajaccio, puisque vous l'avez visité, si mes souvenirs sont exacts, et le rapprochement, notamment de l'ensemble des détenus, y compris ceux qui purgeaient leur peine dans le cadre
de la condamnation dont vous avez fait l'objet concernant l'assassinat du préfet, puisque c'était une question qui était assez large. Et vous avez apporté des réponses à l'époque. Donc je confirme devant la commission que la garde des Sceaux de l'époque avait été questionnée et que des réponses avaient été apportées. Je voudrais juste vous poser une question. En fait, c'est la question 8 que je vous ai envoyée. Ça, c'est pour vous faire un rappel, parce que cette commission d'enquête a également pour objet des questions plus générales que les seuls faits qui se sont déroulés dans cette maison centrale. J'ai coutume de dire qu'on parle d'un service public, même si ce n'est pas forcément le plus sympathique des services publics, mais c'est un service néanmoins nécessaire et indispensable. Et notre commission d'enquête aura pour objet, de par les faits qui lui ont donné naissance, mais qui ne sont pas que des faits isolés. Ce n'est pas le seul homme, M. Colonne, qui a été assassiné dans une prison par un codétenu, hélas, 3 fois hélas même. Mais voilà, il y a dans vos mémoires de garde des Sceaux les démarches que vous avez entreprises pour limiter la survenue des violences, parce que c'est un fait établi que le monde carcéral est violent. Améliorer la prise en charge et la surveillance des détenus radicalisés. Le président en a parlé dans ses propos introductifs. Ce phénomène s'est accentué, hein, et d'ailleurs on peut le dire, puisque maintenant nous avons quand même une bonne connaissance eu égard aux auditions que nous avons menées avec des professionnels du secteur. Il y a également eu, au-delà de la radicalisation, une accentuation des présences de détenus atteints de troubles psychiatriques. Je ne sais pas, c'est pas évalué de manière scientifique, mais on nous dit, je parle sous surveillance de mes collègues, qu'à peu près un détenu sur 3 est atteint de troubles plus ou moins forts en matière psychiatrique. Donc voilà, les détenus radicalisés, et puis plus spécifiquement, plus largement, les détenus atteints de troubles. Et surtout, une question qui s'est posée notamment après le drame de novembre 2015, que vous avez bien connu également en tant que garde des Sceaux, à savoir le renforcement du renseignement pénitentiaire, puisque c'est un débat qui se posait déjà, mais qui s'est posé également avec beaucoup plus d'acuité lorsque nous sommes penchés sur la question de la radicalisation en milieu carcéral, à savoir des détenus qui rentrent sans être pour autant radicaux, mais qui en ressortent un peu plus radicales. Merci. Compte tenu en fait du faisceau de questions, si vous permettez, je reprends les vôtres et celles de Monsieur le Président de la commission d'enquête. Alors, d'abord pour vous dire, oui, je vais vous répondre très précisément à la fois sur le renseignement pénitentiaire, sur l'administration pénitentiaire, sur les mesures qui ont été prises. Ce que je veux dire, c'est que lorsque j'arrive aux responsabilités, il y a eu des attentats au début de l'année. Et il y a le démantèlement, vous en souvenez probablement, il y a le démantèlement de ce qu'on appelle le réseau de Sarcelles et le réseau de Torcy, Cannes-Torcy, semble-t-il. Donc, pour ce qui me concerne, en tant que garde des Sceaux, j'ai décidé d'avoir des politiques publiques pas seulement sur la pénitentiaire, et d'articuler ces politiques publiques, donc sur le judiciaire, sur la protection judiciaire de la jeunesse et sur l'administration pénitentiaire. Pourquoi articuler ces politiques publiques? Parce qu'en fait, nous sommes devant des faits. Alors, il y a des paroles qui s'expriment abondamment et qui disent que dans les prisons, c'est la radicalisation. Et puis, Taubira, évidemment, favorise la radicalisation. Je venais d'arriver, mais peu importe, j'assume d'être responsable d'un siècle d'administration pénitentiaire. Il demeure que, pour ce qui me concerne, moi, je veux savoir ce qui se passe. Je veux savoir ce qui se passe. Et lorsqu'il y a ce démantèlement du réseau de Sarcelles et de Torcy, de Cannes-Torcy, je fais remonter les fiches pénales de la douzaine de personnes qui sont impliquées dans ce réseau. Et les fiches pénales font apparaître très clairement qu'un seul d'entre eux a un casier judiciaire avec des délits routiers et rien d'autre. Un a fait l'objet d'un contrôle judiciaire parce qu'il avait été repéré comme étant lié à une filière syrienne. Et c'est tout.
Et c'est tout. Donc moi, je suis perplexe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de précédent. Il est évident que ces personnes n'ont pas été radicalisées en prison et ces personnes n'ont pas de précédent avec la justice, pour la plupart. Donc je fais immédiatement mettre en place un indicateur d'observation de la situation et du parcours des personnes qui font l'objet de condamnations pour terrorisme, que ce soit association de malfaiteurs, complices, etc. Et cet indicateur donc, que je me fais remonter tous les mois fait apparaître que entre 12 et 14% des personnes qui sont condamnées pour terrorisme étaient déjà passées en prison. C'est-à-dire que 85 personnes à peu près, 85% des personnes ont été radicalisées en dehors de la prison. Ça ne rassure pas, ça ne satisfait pas, mais ça alerte. Ça ne rassure pas, même si, d'une certaine façon, en prison, la population est captive. On peut prendre des décisions sur la population carcérale. Alors que 80%. J'interroge le ministère de l'Intérieur, d'ailleurs, à l'époque, notamment sur la radicalisation dans les mosquées, suivie par les services de renseignement, et la réponse qui me parvient est on estime que 3% de la radicalisation se fait dans les mosquées. Ce qui veut dire que nos 14% en milieu carcéral, plus 3% dans les mosquées, 80% au moins de la radicalisation se fait dans la société. Et moi, je ne trouve pas ça rassurant. À l'époque, je ne trouve pas ça rassurant du tout. Donc, je maintiens la remontée mensuelle de cet indicateur. Et sur 3 ans, il va varier entre 13 et 15%, pas davantage, la remontée. Et bien entendu, je mets en place des politiques publiques pour répondre à cela. C'est pour ça que je vous dis que j'articule mes politiques publiques. Dans le domaine judiciaire, dans le domaine des juridictions, je mets en place un réseau de magistrats référents antiterroristes. Je mobilise l'école parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, on ne dispose d'aucun outil, il n'y a pas de programme de formation et il n'y a pas de formateur sur le marché. Donc je mobilise l'École nationale de la magistrature de façon à ce qu'elle conçoive des programmes de formation. Je mobilise aussi d'autres sachants, convention avec l'École des hautes études des sciences sociales, convention avec et puis l'École nationale des hautes études sur la sécurité et la justice, dont j'assure la coprésidence, en tant que garde des Sceaux, bien entendu, et des sachants que j'interroge et que je mobilise, messieurs Gilles Kepel, par exemple, Olivier Roy, Karim Benzine, Patrick Veil, Jean Filu, des sachants, des personnes qui travaillent sur ces questions depuis de nombreuses années et qui peuvent alimenter la réflexion notamment de nos formateurs. Dès la première année, nous formons 200, donc l'École nationale de la magistrature forme 200 magistrats, parmi eux les magistrats référents. Je recrute et j'affecte des assistants spécialisés, évidemment dans les GIRS, parce qu'on constate que la criminalité organisée et le terrorisme sont liés. D'ailleurs, je vais travailler pendant 1 an et demi avec le ministère de l'économie et des finances, avec Michel Sapin, pour cette loi Sapin 2 qui va être adoptée en juin 2016. Donc moi, entre-temps, je serai partie. Mais donc, nous prenons des mesures concernant le financement du terrorisme. Ces assistants spécialisés sont affectés dans les GIRS et dans 8 ressorts. Alors, je ne me rappelle plus de ces ressorts, mais je me rappelle bien qu'il y a 8 ressorts en plus des GIRS. Il y a 8 ressorts où on a localisé des cas plus nombreux de personnes suspectées ou condamnées pour des faits, des incriminations terroristes. Cette formation a lieu donc dans les conditions que je viens d'évoquer. Ensuite, évidemment, je mobilise la protection judiciaire de la jeunesse parce qu'il nous remonte, grâce au corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, les CPIP et les DISP, leur direction interrégionale, il nous remonte qu'au niveau de la jeunesse, parce qu'évidemment la justice prend en charge des jeunes, mais elle contractualise avec ce qu'on appelle le SAH, c'est-à-dire le service associatif habilité. Donc il y a une partie qui est sous la responsabilité de la justice, sans être immédiatement sous l'autorité de la justice au quotidien. Donc il nous remonte à la fois des personnels et des CPIP surtout, un corps que je vais augmenter de 25%,
très rapidement dans l'année, 25%. Ils nous remontent donc des alertes concernant des jeunes qui peuvent être en cours de radicalisation ou qui sont réceptifs au discours de radicalisation ou qui sont en danger parce que leur famille est dans un processus de radicalisation. Donc là aussi, nous faisons une formation des personnels, mais aussi des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse, mais également des personnels du service associatif habilité. J'ai souvenir que nous avons formé 8000 personnes dans peut-être les 2 premières années pour la PJJ et 3000, me semble-t-il, pour le service associatif habilité. Et puis donc ça, c'est pour la juridiction et pour la protection judiciaire de la jeunesse. Pour la juridiction, parce que je n'y reviendrai pas, je dois vous préciser que j'ai organisé, mais c'était en avril 2015, donc plus tard, les rencontres. Alors je les avais appelées les premières rencontres, mais comme elles n'ont pas été renouvelées, les premières rencontres des magistrats, les premières rencontres internationales des magistrats antiterroristes. Et pendant 3 jours, donc 170 magistrats de 34 pays ont travaillé 3 jours à huis clos à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice pour se connaître et pour connaître les procédures de chaque pays, dans l'intention évidemment d'améliorer la coopération pénale. Et nous avons eu des résultats immédiats, rapides, parce que les magistrats, les hauts magistrats se connaissant, il a été plus facile d'enclencher des procédures, des commissions rogatoires, des procédures de coopération pénale antiterroriste à la suite de ces rencontres internationales. J'ai également renforcé Eurojust parce que, je rappelle, nous sommes au début, 2012, nous découvrons qu'il y a une centaine de pays d'où viennent les terroristes. Il y a une centaine de pays. Dans les pays d'Europe, il y a la France et la Belgique notamment. Et donc la coopération est extrêmement importante. Et je fais également intégrer le RAN, qui est le réseau européen mais c'est un réseau qui protège les victimes. Politique publique donc au niveau judiciaire et juridictionnel, politique donc y compris législatif, loi de novembre 2012 sur les entrées et les sorties, sur l'autorisation obligatoire des parents pour les sorties de mineurs du territoire, donc toute une série de dispositifs, la protection judiciaire de la jeunesse et l'administration pénitentiaire. Sur l'administration pénitentiaire, dès le mois de juin, je mobilise 33 millions d'euros pour sécuriser les établissements. Donc là, je vous réponds à la fois sur la lutte antiterroriste et aussi sur la lutte contre les violences dans les établissements pénitentiaires. J'ajoute, par rapport à ce que je vous ai dit sur les personnes concernées par le réseau Sarcelles et Cantorsi, j'ajoute qu'en novembre, donc bien après la tragédie que nous vivons le 13 novembre 2015, sur les 9 terroristes, il n'y en a pas un qui était passé en prison. Il n'y en a pas un qui était passé en prison. Il y a un, je ne me rappelle plus si c'est peut-être d'ailleurs lui qui était repéré pour la filière syrienne, plutôt que le réseau dont je parlais tout à l'heure. Mais je crois qu'il y a un qui a quelque chose qui, voilà, mais qui n'est pas de la prison. Voilà. Donc 9 terroristes qui font la dévastation qu'ils nous font le 13 novembre 2015. Il n'y en a pas un qui a été radicalisé en prison. Donc moi j'ai cette inquiétude. Je dois vous préciser d'ailleurs que je mobilise l'inspection générale de la justice dans une triple inspection avec l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale des affaires sociales. Je mobilise également l'inspection, enfin, je sollicite les ministres qui mobilisent leurs inspections et également l'inspection générale de l'éducation nationale. Donc, tous azimuts, conscience à la fois de ce qu'on contient dans les prisons, mais conscience aussi qu'il faut agir sur les sociétés. Donc, travaille également avec la ministre de la Ville de l'époque et avec le ministre du Travail, M. Rebsamen, de la Ville, Mme El Khomri. Pour ce qui concerne l'administration pénitentiaire, alors peut-être commençons par... non,
puisque j'ai commencé par la sécurisation des établissements, je me souviens qu'il y avait 27 établissements sensibles, donc 33 millions d'euros dès juin 2013 pour sécuriser. Donc dès juin 2013, 20 fois plus de portiques à ondes millimétriques installés dans les établissements pénitentiaires. J'accélère également des travaux qui étaient avec en priorité les établissements vétustes et la surpopulation carcérale, de façon à favoriser l'encellulement individuel, puisque le contrôle est plus facile dans l'encellulement individuel. Donc accélération des travaux de façon à et fermeture des établissements vétustes où la sécurité n'est pas assurée. Vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, hein, l'univers carcéral, c'est un univers générateur de violence. Hein. On oublie souvent d'ailleurs que les personnels sont dans cet univers carcéral. Et donc, les violences sont une réalité. Alors, contre les violences et contre le terrorisme, la sécurisation, le recrutement très rapidement, dès 2013 aussi, le recrutement d'informaticiens, l'acquisition d'un logiciel de haute technologie pour le contrôle des ordinateurs. Ils ont droit à des ordinateurs, mais pas l'accès à Internet. Donc, pour le contrôle des ordinateurs. Le recrutement d'aumôniers également. Le recrutement d'interprètes arabophones pour traduire les écoutes légales. La mise en place d'hélices. Hélices, ce sont les équipes légères d'intervention de sécurité. Alors, dans l'administration pénitentiaire, nous avons les ERIS, que vous connaissez bien entendu. Les ERIS sont les équipes régionales, en fait interrégionales d'intervention de sécurité. Ce sont des professionnels de très très grande qualité qui interviennent avec beaucoup de célérité et beaucoup d'efficacité dans les établissements lorsqu'il y a des incidents. Donc là, 140 agents d'hélices, d'équipes légères de sécurité qui peuvent intervenir, y compris pour les fouilles, y compris pour la surveillance ou un besoin imminent. Donc la sécurité, ces recrutements, le renseignement pénitentiaire peut-être maintenant parce qu'il est important. Alors lorsque j'arrive, le renseignement pénitentiaire est composé de 13 agents en administration centrale et de 14 agents dans les directions interrégionales. Je renforce immédiatement avec le recrutement de 8 officiers. Et à la fin de l'année 2012, le renseignement pénitentiaire est composé de 72 agents. À la fin de 2015, vous savez que je quitte le gouvernement fin janvier 2016, à la fin de 2015, le renseignement pénitentiaire est composé de 159 agents. Il doit passer à 186 agents. Il doit passer comment? Je le dis formellement puisque je suis devant des parlementaires. Le budget de l'année 2016, j'ai pu le présenter devant le Parlement en octobre 2015. Donc le financement de cette augmentation d'effectifs est dans le budget présenté fin 2015. Par ailleurs, je vous rappelle qu'au Congrès de Versailles, le président de la République a annoncé ce que j'avais obtenu lors des discussions interministérielles qui ont été entre Versailles et les attentats, 2500 postes supplémentaires pour la justice. Donc, dans ces 2500 postes supplémentaires, il y en a évidemment pour le renseignement pénitentiaire et pour l'administration pénitentiaire. Donc, c'est un service qui monte en charge. Je vous parle du quantitatif là, mais il y a le qualitatif, c'est-à-dire que je prends contact très vite en 2012 avec la DGPN qui est responsable de l'UCLAT, l'unité de concours à la lutte antiterroriste, et qui accepte d'intégrer un directeur pénitentiaire au sein de l'UCLAT. Qui accepte également que l'administration pénitentiaire participe aux réunions hebdomadaires. J'obtiens également que l'administration pénitentiaire soit associée aux réunions des cellules départementales. Et nous consolidons également la plateforme Pharos. Nous, c'est le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. La plateforme Pharos, il y a effectivement aussi des circulaires conjointes. Et la plateforme Pharos qui va être submergée d'ailleurs de signalements de personnes en cours ou en suspicion de radicalisation, mais de signalements de personnes en danger et en fragilité également. Voilà. Alors pour le renseignement pénitentiaire, vous savez probablement qu'il y a eu une discussion lors des discussions sur la loi pénitentiaire pour créer un renseignement pénitentiaire
autonome. Pour ma part, je considère encore que le renseignement pénitentiaire, dans la mesure où j'ai structuré ces relations avec les services de renseignement professionnels, donc les services de renseignement dépendant du ministère de l'Intérieur, mais également du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Défense. Les effectifs dont je vous ai parlé permettaient d'avoir des agents qui étaient occupés au renseignement pénitentiaire, dont c'était la fonction. Mais le renseignement pénitentiaire, ça nécessite des effectifs, ça nécessite aussi de la formation, ça nécessite ce que j'appellerais une culture du renseignement, donc de l'immersion. Ça nécessite des moyens logistiques, une plateforme, des capacités d'exploitation des informations collectées, de l'accès aux archives et des capacités d'archivage également, dans un état de droit, avec évidemment tout ce qu'on sait, le contrôle de la CNIL, etc. Voilà ce que je pense profondément. Et je crois que pour qu'un service de renseignement pénitentiaire soit efficace, il y a plus de chances qu'il soit efficace si ces relations structurelles avec les services de renseignement sont stabilisées, consolidées et développées en tant que de besoin, que s'il est posé sur une réalité qui est artificielle. Parce que l'efficacité du renseignement, c'est de pouvoir surveiller les réseaux. C'est de pouvoir surveiller à l'intérieur et à l'extérieur. La population carcérale est dans une situation artificielle dans la mesure où le renseignement pénitentiaire ne peut le surveiller qu'à l'intérieur. Or, les relations avec les réseaux, ce sont ces relations-là qui sont utiles. Ce sont elles qui peuvent produire... Et si les personnes sont effectivement... On peut surveiller des personnes qui n'ont rien à se reprocher, mais si les personnes sont effectivement à bon droit, à juste raison surveillées, on peut se douter que ces personnes vont dissimuler. Et par conséquent, il me semble que croire que cette situation artificielle d'un univers carcéral engloberait la totalité de la possibilité de surveillance des personnes dangereuses, ça me paraît une erreur avec des conséquences potentiellement dramatiques. Merci pour ces détails, Madame la Ministre. On va laisser le libre cours aux questions des députés qui ont demandé la parole. Il y a M. Dessigny et M. Beauvry qui se sont inscrits. Puis évidemment, j'invite les autres collègues à pouvoir le faire si elles ont des questions, bien entendu. Oui, c'est l'histoire de micro. C'était... Allez-y, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Madame Taubira, vous étiez ministre lorsque Madame Puglirini a pris ses fonctions de directrice à la Maison centrale d'Arles. Je ne vais pas m'attarder sur la gestion laxiste de cette directrice au sein de cet établissement pénitentiaire, car qu'est-ce que le terme laxiste pourrait évoquer pour vous, Madame Taubira ? Vous qui êtes la tête de gondole de la suppression des peines planchers et qui aviez pour obsession de vider les prisons et d'en faire des lieux de villégiature. Et je le dis d'autant plus sereinement que vous avez été ma ministre de tutelle et que j'ai vu de l'intérieur le changement de doctrine que vous avez fait opérer. Votre nomination a beaucoup inquiété le personnel de l'administration pénitentiaire et à juste cause, car votre message s'axait bien plus sur la réinsertion que sur la sécurité. Cette inquiétude, elle s'est amplifiée après votre première sortie comme ministre, où il s'agissait d'assister à un match de basket avec des détenus qui avaient bénéficié d'une permission de sortie et dont l'un d'entre eux en profitera pour s'évader. Tout à l'heure, j'ai failli tomber de ma chaise lorsque vous avez parlé de votre parfaite action en matière de renseignement pénitentiaire, sujet dont on a beaucoup parlé ici lors de ces auditions, alors que vous vous êtes opposé à l'extension de certaines de ces prérogatives en matière de renseignement pénitentiaire et qui a fortement ralenti la création d'un service qui se veut d'assurer la sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur des murs de nos prisons. Alors, au cours de l'exercice de vos fonctions comme garde des Sceaux, vous avez défendu des positions un peu contradictoires au sujet notamment de la radicalisation des détenus. Vous aviez déclaré être très très réservé face à l'initiative d'un directeur d'établissement qui consistait à regrouper, son action consistait à regrouper et isoler des détenus
qui étaient identifiés comme islamistes radicaux. Et ensuite, en 2015, vous avez annoncé un plan de lutte contre la radicalisation qui étendait cette même expérimentation à d'autres établissements pénitentiaires. Donc d'une part, on a votre réticence envers le renseignement pénitentiaire et d'autre part, la réticence de créer des quartiers pour détenus radicalisés et un rejet de créer des établissements spécialisés. Alors, Madame Taubira, ne pensez-vous pas que cela ait pu profiter à la prolifération de l'endoctrinement islamiste au sein des établissements pénitentiaires de notre pays? Au sujet du statut de DPS, vous aviez l'autorité de retirer ce statut de DPS à Yvan Colonna, mais jamais vous n'avez agi en ce sens quand vous étiez garde des Sceaux. Et vous l'étiez aussi, on en a parlé tout à l'heure, vous l'avez évoqué, du transfèrement d'Yvan Colonna de la maison centrale d'Arles pour une suspicion d'évasion. Vous avez dû prendre, je pense, enfin, c'est pas vous forcément qui avez pris seul cette décision, mais je pense que vous avez eu votre rôle à jouer. Qu'est-ce que vous avez comme élément à nous fournir sur le bien fondé qui a fait de cette prise de décision de transférer Yvan Colonna en urgence de la maison centrale d'Arles au Aréo, comme on l'a dit? Est-ce que ce transfert n'a pas notamment joué un rôle dans son maintien de son statut de DPS? Donc, Madame Taubira, merci de nous éclairer sur l'ensemble de ces points. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous éclairer sur un plaidoyer aussi contradictoire, ce serait un exploit, je crois, au-delà de mes forces et de mes capacités intellectuelles que je ne vais pas torturer pour répondre à des contradictions. Alors, soit je suis pour la libération des détenus et notamment les plus dangereux, soit je suis pour le maintien de M. Colonna. Monsieur, vous ne pouvez pas plaider les deux en même temps dans le même propos. Vous ne pouvez pas. Mais effectivement, vous n'êtes pas une contradiction près. Mais vous me donnez une excellente occasion d'expliquer ma politique en matière de quartier dédié. Il n'y a absolument aucune contradiction. Je rappelle donc qu'en 2012, je viens d'arriver, mais on me rend responsable de l'état des prisons, de la surpopulation, de la criminalité, des récidives, enfin de tous les maux de la société. Je suis même responsable de l'évasion de ce détenu dans un événement qui a lieu depuis pratiquement une dizaine d'années. Mais c'est moi qui viens d'arriver et qui en suis responsable. Peu importe. Ce qui est important, c'est qu'en octobre 2012, parce que tout ça, effectivement, remontant en amont, remontant à notre niveau de connaissance, donc je vous disais tout à l'heure, pas d'outils, pas de programme de formation, pas de formateurs. Donc en septembre 2012, le directeur de la prison de Fresnes décide, pour des raisons de gestion de population carcérale, de regrouper les détenus qui ont fait l'objet d'une condamnation, oui, ce sont que les détenus qui ont fait l'objet d'une condamnation pour association de malfaiteurs en vue de commission d'un acte terroriste. Et dans le même temps, moi, j'ai lancé, donc je vous expliquais, mobiliser des sachants, mobiliser des institutions, savoir, mobiliser les établissements de formation. Je n'ai pas parlé de l'ENAP peut-être, l'excellente école de formation de l'administration pénitentiaire qui a formé 1500 surveillants dans la première année. Et le NPJJ, l'École nationale de formation pour la protection judiciaire de la jeunesse. Donc, moi, dans le même temps, je lance un appel à candidature pour une recherche-action, de façon à savoir quelle est la meilleure formule, en effet, pour ces détenus. C'est la FVT, l'Association française des victimes du terrorisme, qui est présidée par Guillaume Denoy de Saint-Marc à l'époque, je ne sais plus si elle est aujourd'hui, qui à l'époque qui emporte cette recherche-action. C'est une recherche-action que je lance à la fin de l'année 2012, à peu près dans la période où ce directeur de Fresnes, pour des raisons de gestion de population, décide de regrouper. Mais personne ne sait ce qu'il vaut mieux faire. Donc cette recherche-action permettra, qui commence donc pratiquement concrètement en janvier 2015, permettra de savoir ce qu'il convient de faire. Nous décidons donc de 4 quartiers dédiés
en milieu fermé et un quartier dédié en milieu ouvert et un quartier dédié pour la protection judiciaire de la jeunesse. Et non, une opération, pas un quartier dédié, mais une opération pour la protection judiciaire de la jeunesse. Donc les quartiers dédiés en milieu fermé sont à Fresnes, à Annelin, à Lille, à Osny, c'est dans le Val d'Oise, et à Fleury-Mérogis, dans le Val-de-Marne, je crois. Donc, dans ces quartiers dédiés, il y a une prise en charge, il y a la prise en charge, mais avec un accompagnement de la FVT qui regarde, qui étudie les signaux faibles, avec évidemment l'appui des sociologues, des spécialistes dont je parlais tout à l'heure, qui repère les signaux faibles, qui étudie les comportements et qui fait des propositions pour la meilleure gestion. Alors, tant mieux pour celles et ceux qui savaient exactement ce qu'il fallait faire à ce moment où nous découvrons ces endoctrinements. Pour ma part, d'ailleurs, je mets en place toute une série d'actions pour lutter contre l'endoctrinement. Je vais au Royaume-Uni pour voir, puisqu'ils ont des antécédents en matière de population carcérale à caractère terroriste. Au Royaume-Uni, j'inclus dans la délégation des représentants de l'administration pénitentiaire, des agents de l'administration pénitentiaire. Je les emmène également en Allemagne. Nous allons voir comment ces pays-là apportent des réponses. La Belgique aussi est en train de construire des réponses sur la façon de prendre. Est-ce qu'il faut les isoler? Est-ce qu'il faut les disperser? Compte tenu du faible nombre à l'époque, en 2012, en France, la dispersion était plutôt recommandée, y compris par l'administration pénitentiaire. Et ce que nous avons vu en Angleterre confortait, et en Allemagne confortait cette démarche, c'est-à-dire éviter qu'ils soient en capacité de faire de l'endoctrinement à l'intérieur. Je ne sais pas si j'ai indiqué tout à l'heure le recrutement d'aumôniers. Voilà. En Angleterre, il y a un programme, il y en a 6, mais il y en a 2 que nous étudions de très près. Il y a Pathfinder, qui est un programme de mutualisation et de coordination, et il y a un programme qui s'appelle IBAANA, et qui est un programme de théologie que nous n'avons pas retenu. En substance, ces déplacements prouvent que ce qui est mis en place dans nos établissements pénitentiaires est ce qui se fait de mieux dans la situation où nous sommes. Après notamment les attentats de 2015, mais après, je rappelle aussi les instructions et les circulaires et les dépêches que j'ai publiées, et donc avec un certain nombre de mesures très précises concernant aussi bien les prévenus que les détenus liés à des infractions terroristes. Monsieur Dessigny a la parole. Madame la ministre, merci. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la ministre, chers collègues, les différentes auditions de cette commission ont révélé que les dysfonctionnements de la maison centrale d'Arles sont la conséquence de 2 éléments principaux: le laxisme de la directrice, Madame Pulgherini, qui a été nommée sous votre commandement, et d'un aveuglement idéologique au plus haut niveau de l'État. Cette vision judiciaire, aggravée à une marche forcée en avant vers la sortie, met en danger aujourd'hui nos concitoyens à l'intérieur comme à l'extérieur des prisons. Cette vision politique, c'est la vôtre, et il vous faut en assumer les conséquences de votre échec, qui en l'occurrence, aujourd'hui, ont mené à la mort d'un homme. En considérant ces éléments, Madame la ministre, quelle part de responsabilité reconnaissez-vous être de votre fait dans le cadre de la mort d'Ivan Colonna? Madame la ministre. Oui, mais ma réponse est extrêmement sommaire. Vous êtes venu faire des plaidoyers idéologiques. Vous êtes venu me mettre en cause comme d'autres fantaisistes comme vous l'ont fait, avec un acharnement obstiné dès le premier jour où je suis arrivée. Bon, voilà, je vous laisse dans vos obsessions. Voilà, si votre sens des responsabilités, c'est de considérer que je peux être responsable des actes d'un criminel, bon, ça m'en dit long sur votre éthique, ça m'en dit long sur votre philosophie de vie, ça m'en dit long sur vos valeurs, ça m'en dit long sur vos convictions, mais ceci étant, ça n'est pas une découverte. Donc voilà, vous êtes venu vous faire entendre, vous avez été entendu, moi je ne réponds pas à ce qui est excessif parce que ce qu'il est insignifiant, c'est connu depuis plusieurs siècles.
Madame Rousseau a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Ici, la question que nous nous posons est comment le drame d'Yvan Colonna a pu arriver et comment des prisonniers fichés S pour terrorisme et un détenu comme Yvan Colonna peuvent non seulement se croiser, mais aussi se croiser hors surveillance, en fait. Et il y a évidemment des circonstances très conjoncturelles à cet instant, à ce moment-là. Mais il y a aussi sans doute quelque chose de structurel, et c'est ce que nous essayons un peu de voir dans cette commission. Et donc la question que moi je voudrais vous poser, c'est... alors, vous nous avez expliqué l'émergence du renseignement en prison, en milieu carcéral. Les chiffres que vous donnez sont certes en augmentation, mais paraissent quand même assez faibles en regard de l'enjeu. Mais peut-être que là-dessus, vous auriez une réponse à donner. Mais en effet, je comprends que c'était une création et que c'était en cours d'augmentation. Mais surtout, est-ce qu'il y a des parcours et des présences, enfin, est-ce qu'il y a une organisation, en fait, au niveau du ministère pour que les prisonniers du type d'Yvan Colonna et les prisonniers pour terrorisme ne se croisent pas, en fait, dans les établissements pénitentiaires? Est-ce que ça, c'est organisé? Est-ce que ça, c'est pensé ou non? Je vous en prie, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Objectivement, Madame la députée, je crois qu'aucun garde des Sceaux ne sera en mesure de vous répondre très précisément sur la gestion au quotidien, qui est de la responsabilité des directeurs d'établissement, directrices et directeurs d'établissement, et qui est à la fois de la responsabilité de la contrainte des surveillantes, des surveillants qui sont confrontés à des situations et qui les gèrent. Les détenus inscrits au répertoire font l'objet normalement non seulement d'une surveillance permanente pratiquement, puisqu'y compris dans la nuit, mais ils font aussi l'objet d'un rapport quotidien. Je ne sais pas si les rapports quotidiens ont lieu effectivement. Théoriquement, ils font l'objet d'un rapport quotidien dont les choses sont signalées. Je crois que c'est le logiciel Genesis qui permet le signalement au quotidien. Théoriquement, conceptuellement, lorsque on est un détenu est répertorié DPS, il fait l'objet de surveillance. Donc, pour moi aussi, il est énigmatique que ces deux DPS se soient trouvés en même temps. Ils avaient tous deux une activité au service général. Ils se retrouvent tous les deux au même lieu. Ils se retrouvent tous les deux sans surveillant. Voilà, moi je pense que votre commission d'enquête fait probablement la lumière sur ces faits en tant que tels. Moi, si un ministre de la Justice est en capacité de vous dire tel jour, en tel lieu, en telle circonstance exactement, mais vous demandez si les choses sont organisées pour cela. Moi, ce que je viens de vous répondre permet de dire que théoriquement, oui, elles sont organisées pour cela. Après, vous parlez du renseignement pénitentiaire. Moi, pendant les presque 4 ans que j'ai passé au ministère de la Justice, le renseignement pénitentiaire passe de moins d'une trentaine à 189. C'est quand même une montée en puissance. Donc je ne sous-estime pas le renseignement pénitentiaire. Ce que je dis vaut pour les convictions que j'ai en termes d'efficacité. Si un autre garde des Sceaux pense différemment, il fait différemment. Et d'ailleurs, les lois de 2016 et 2019 ont organisé différemment le renseignement pénitentiaire. Moi, je dis que c'est un artifice de croire qu'on peut efficacement surveiller un détenu seulement à l'intérieur de la prison. On peut penser le contraire. Moi, je suis convaincue de cela. Je pense que ce sont les réseaux qui renseignent, ce sont les relations qui renseignent, c'est la surveillance de la correspondance, de choses comme ça qui renseignent, c'est la surveillance des personnes qui sont à l'extérieur qui renseignent. Je suis persuadée de ça. Par conséquent, je continue à penser que le renseignement pénitentiaire doit avoir tous les moyens en termes d'effectifs, en termes de logistique, en termes de structure et d'échange, doit avoir tous les moyens, mais je pense qu'on a une plus grande garantie d'efficacité si le renseignement pénitentiaire si ces relations avec nos grands services nationaux de renseignement, si ces relations sont structurantes. Voilà, donc je le pense. Donc, on peut doubler encore les effectifs, passer d'une trentaine à 186 en presque 4 ans. Ça me paraît tout à fait convenable. On peut doubler, on peut tripler, on peut décupler. La question, c'est l'efficacité.
Et moi, j'ai trop de respect à la fois M. Colonna, quel que soit ce qu'il ait fait, quel que soit, en dépit de ce qu'il a fait ou n'a pas fait, puisque je sais que M. Colonna, jusqu'au bout, proclamait son innocence, en dépit de la condamnation qui a été prononcée par le tribunal, en dépit des procédures jusqu'à la Cour de cassation et jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, parce que je sais que c'est récent, en tout cas c'était après mon départ, que la décision est tombée sur son procès équitable. Mais M. Colonna est mort. Et je n'ai pas envie sur cela de faire des phrases désinvoltes et irresponsables. Donc je n'ai pas envie de dire que, eh bien vous voyez le renseignement pénitentiaire. Eh bien vous voyez, non, je n'ai pas envie de dire ça. Je dis que, est-ce qu'on peut tirer les meilleurs enseignements possibles, puisqu'hélas, il n'y a pas de remontée dans le temps possible, est-ce qu'on peut tirer les meilleurs enseignements possibles, et je rejoins votre préoccupation, du fait que deux DPS aussi différents, puissent se retrouver ensemble sans surveillance, aussi différents. Que s'est-il passé sur la surveillance et les signalements qui devaient avoir lieu concernant l'agresseur? Si je peux me permettre, Madame la Ministre, et pour rebondir sur vos propos, tout en soulignant effectivement l'extrême complexité et la difficulté de nos travaux que nous menons humblement. C'est que, et pour rebondir aussi sur la question de Madame Rousseau, c'est que effectivement nous sommes ici en train à la fois de regarder quelque chose qui s'est passé de manière particulière, de ces deux détenus, de cet acte-là, de leur trajectoire particulière, humaine, politique, comportementale, et de la gestion administrative et politique de leur trajectoire, dans l'acte et avant l'acte. Alors, c'est une difficulté et une complexité parce qu'il y a une forte demande de volonté de justice et de vérité qui émanent avec des questionnements et des hypothèses qui sont émises, et donc nous faire le travail le plus transparent possible, et que c'est vrai qu'à cet égard, et là c'est moi qui parle en tant que président, mais je pense que d'autres députés, éventuellement le rapporteur, pourraient aller dans le même sens, c'est que nous savons déjà qu'il y a eu des fautes systémiques. Vous parlez de renseignement, par exemple, je fais un focus là-dessus. On ne peut pas avoir, de ce qui nous a été dit par avant votre audition, développement d'une doctrine qui vise à dire aujourd'hui, depuis 3 ans, 4 ans, en particulier 2017, les choses sont plus fluides, il y a une communauté nationale de renseignement, il y a effectivement un parcours, et ça va dans le sens de vos propos. Il faut que l'individu soit l'information de son entrée, de son pendant carcéral, de sa sortie, fasse l'objet d'un parcours individualisé, et qu'il y a des tas de process qui sont pour le coup très précis, qui vont à la fois de la façon de transmettre les éléments entre le renseignement extérieur sur le théâtre d'opération, au renseignement intérieur, au parquet national antiterroriste, à la distribution au service national de renseignement pénitentiaire, à la sortie par les fiches pour éventuellement des MICAS pour que la DGC, etc. Ça c'est le renseignement, plus les GED du groupement d'évaluation départementale, interrégionale, de l'ensemble de ce service de renseignement déconcentré qui repasse les fiches individualisées à la moulinette. Franck Elongavé, par exemple, 7 fois en 2 ans et demi, sa fiche est passée au jet de Bougeronne. Hein, en plus des éléments de renseignement transmis par DGSE, DGSI au parquet qui devait les donner au service, et une préparation de sortie obsessionnelle. Et en plus de surcroît, dans une centrale où il n'y a que 127 détenus, on n'est pas à Fleury-Mérogis, donc un village, avec que 4 terroristes islamistes, tous ces éléments qui auraient dû concourir, en fait, vu l'individu de départ, dont on nous dit qu'il est haut du spectre, explose en vol avec un acte qui est une préméditation, un assassinat qui a eu lieu, qui, en fonction de ce procès, n'aurait finalement jamais dû se produire, et peut-être même encore moins là qu'ailleurs, vu la loi des petits nombres, vu la proximité, vu les toiles d'araignée mises en place. Donc tout cela nous interroge beaucoup sur les structures. Ah, bien sûr, après, sur la question systémique, on comprend que, par exemple, quand le service d'enseignement nous dit ici, pas plus tard que la semaine dernière, d'Arles, nous dit, mais nous, nos informations, on ne les tient pas de la DGSI,
sur le renseignement, le dossier de Franck Longavé, mais plutôt du judiciaire. Donc ça veut dire qu'il y a un pivot qui est le parquet national antiterroriste, c'est ce qu'ils nous disent ici. Donc même s'il y a une préparation par agent, par les officiers qui ont préparé ce service, qui ont construit ce service, etc., dans la fluidité des informations, ce n'est pas la DGSI, ce n'est pas la DGSE qui nous a donné ces éléments, c'est va à l'encontre de ce qui était dit auparavant. Par exemple, lorsque on a un écart entre des propos qui visent à dire oui, il était connu du spectre, il était extrêmement dangereux, aguerri aux armes, a attaqué plusieurs fois les forces de la coalition, fait partie du haut du pavé des 500 terroristes, et que de l'autre, l'inspection générale de la justice nous dit mais c'est impensable pour nous qu'on considère que ce soit du spectre, sinon il n'aurait jamais dû être en emploi. Le chef d'inspection vient de nous le dire ici, il était même outré quand je l'ai eu au téléphone après pour dire comment est-ce possible. Il y a un grand écart qui non seulement nous interroge sur la structure des choses, c'est un peu le sens de la question, en plus des 2 DPS, avec des instructions très précises, des instructions où il y a, vous l'avez rappelé, le logiciel Genesis, où à tout le moins, la conséquence d'un statut DPS, c'est d'avoir une surveillance accrue. Parce qu'il faut les protéger de l'extérieur, comme vous l'avez dit, et c'est la justification de DPS. Bon. Donc tout ça, évidemment, nous devons le traiter en faute systémique, plus des éléments troublants qui interviennent, sur lesquels nous devons intervenir. Voilà, c'est la photographie auquel nous avons à vivre. Et moi, je vous pose une question là-dessus précise avant de passer la parole à M. Bobry et Mme Abadi qui l'a demandé. C'est dans la gestion de ce moment que vous avez vécu politique à la chancellerie, quelles étaient les relations structurelles, mécaniques entre la direction de l'administration pénitentiaire et le parquet national antiterroriste? Comment est-ce que vous jugiez ces relations étaient fluides, denses? Est-ce que ça concourait à une efficacité de la gestion des cas de la montée en puissance du terrorisme islamiste d'une part? Et puis évidemment, je vais vous poser la question pendante, est-ce que ça intervenait aussi beaucoup dans la question de la gestion, puisque vous allez parler d'instruction par l'administration des demandes DPS, des cas spécifiques qui étaient détenus basques et corses? Voilà, ça c'est un élément d'éclairage qui contribue à nos travaux. Je vous réponds, Monsieur le Président? S'il vous plaît, oui, Madame la Ministre, excusez-moi. Alors, en vous écoutant, ça m'a rappelé que parce que j'ai expliqué que j'ai augmenté les effectifs du renseignement pénitentiaire, mais que immédiatement aussi, j'ai fait intégrer un directeur pénitentiaire au sein de l'UCLAT. Enfin, c'est une démarche que j'ai entreprise après que, ayant interrogé l'administration pénitentiaire, et donc le service du renseignement pénitentiaire, j'ai appris que des signalements étaient faits par le renseignement pénitentiaire à la DGSI, c'était déjà la DGSI ou la DR, bon, peu importe, notre service de renseignement, que des signalements étaient faits et qu'il n'y avait pas de retour. Donc, je me suis dit que le plus simple pour avoir l'information, c'est d'être au cœur de l'information. Et c'est pour ça que j'ai demandé l'intégration d'un directeur pénitentiaire au sein de l'UCLAT. Je ne pense pas que le refus de retour soit lié à de la malveillance ou de la négligence. Je parlais tout à l'heure d'une culture du renseignement. Ce sont des cultures professionnelles très différentes, l'administration pénitentiaire et le renseignement. Et il m'a paru important que justement ces cultures-là se croisent. Donc, une fois qu'on a un directeur pénitentiaire à l'intérieur et une fois que l'administration pénitentiaire peut participer aux réunions, les cultures se rencontrent, elles se croisent, elles s'entremêlent et elles peuvent se diffuser. Donc, ce que vous me dites rappelle malheureusement ce que j'évoque en amont de mes démarches pour faire intégrer la pénitentiaire au sein de l'UCLAT puis les cellules départementales. Je ne crois pas que les renseignements aient voulu conserver l'information, mais il y a un dispositif qui n'existe pas. Il y a un circuit automatique qui n'existe pas. Il y a quelque chose probablement à mettre en place pour que, sans que quelqu'un se dise « il faut que je pense à le faire », qu'une information de cette nature soit diffusée aux destinataires utiles. Bon, voilà, cela peut participer de ce que j'appelais à la fois l'immersion et la culture du renseignement. Mais il y a probablement, en tout cas, étant donné qu'il y a mort d'homme, il y a incontestablement besoin d'amélioration de nombreux dispositifs et probablement de doctrine aussi. Je reviendrai d'un mot, si vous permettez, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur,
sur à la fois ce que je pense, ces accusations, peu m'importe, hein, j'en ai pris tellement de contradictoires que voilà, je suis mitridatisée hein, sur les accusations infondées. Mais l'une d'elles que vous évoquiez, Monsieur le Président, que j'étais opposée au quartier, non, j'ai financé une recherche-action, je l'ai fait avant, je l'ai mise en œuvre, j'en ai réparti sur le territoire, donc voilà. Après, alors, dans le cas de l'agresseur, de l'assassin, pardon, je crois pouvoir le dire, puisque je crois que l'inspection générale le dit comme ça, enfin, ce sera la justice de le dire, si c'est un meurtre ou un assassinat, mais il est effectivement surprenant, compte tenu de ce que je disais sur ce qu'induit le statut de DPS. C'est pour cela qu'il fait grief, c'est qu'il induit toute une série de conséquences, il induit toute une série de contraintes. Il induit même l'autorité de déplacer, de transfèrement, voilà. Donc, il existe depuis 2016 et 2019 des quartiers d'évaluation et de prise en charge des radicalisés. Quid ? Voilà, donc je pense qu'il y a à la fois des dispositifs et certainement des doctrines à revoir. Et je le dis vraiment, pour ma part, je ne conçois pas la politique comme la facilité jouissive de critiquer les autres et voilà, d'inventer des culpabilités ou de pointer. Je ne crois pas ça. Je crois qu'on peut s'interroger intelligemment, sérieusement, de façon responsable sur des dispositifs. Tant mieux pour les gens qui savent parfaitement comment on fait les choses sans aucune faute. Tant mieux pour eux. Ils n'ont plus rien à découvrir de la vie et c'est leur affaire. Mais moi, je dis que là, incontestablement, il y a des interrogations fortes, à la fois sur les dispositifs, peut-être aussi même sur les doctrines, et puis sur où en sommes-nous aujourd'hui. En 2012, nous sommes au début. Je le répète, aussi bien 2012 que 2015, c'est pas de la radicalisation en prison. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Mais ensuite, on constate de la radicalisation en prison. Moi, j'ai renforcé le corps des aumôniers. Tous les ans, il y a eu des créations de postes. 30 la première année, 60 l'année suivante, etc. Je vous ai parlé d'un programme des Anglais de théologie qu'on n'a pas retenu. Pourquoi? Ce programme, il consiste essentiellement à faire des aumôniers, parce qu'on voit que parfois des détenus sont en quête de spiritualité ou d'apaisement ou de choses comme ça. Et ceux qui les radicalisent, évidemment, leur racontent ce qu'ils leur racontent. Alors que les aumôniers peuvent leur apporter des réponses à caractère spirituel qui peuvent les apaiser et les aider à se socialiser. En Angleterre, ce qu'ils font, ils organisent des espèces de joutes. Ça ne s'appelle pas ainsi, mais ce sont des espèces de joutes entre les radicaux, là, les leaders radicaux et les aumôniers. Moi, j'ai refusé de transférer ce modèle parce que je le trouve potentiellement dangereux. Parce que ces radicaux, comme je l'ai expliqué à l'époque, on a fait croire que c'était que des jeunes de banlieue, on a fait croire que c'était que des illettrés, on a fait croire que c'était des délinquants, on a fait croire, voilà, toute une série de choses. Moi, j'ai fait remonter des chiffres, j'ai fait établir des statistiques, j'ai fait remonter des chiffres. Qu'est-ce que les chiffres montrent? Qu'il y a entre 25 et 30% de nouveaux convertis, de convertis récents. C'est-à-dire, ce n'est pas des convictions d'une religion qu'on a reçue depuis qu'on est enfant et dans laquelle on s'est radicalisé. Il y a des jeunes de familles musulmanes, évidemment, puisque c'est l'islam radical qui offre cette vision belliciste à ce moment-là. Mais toutes les religions les ont offertes à des moments ou à d'autres. Hein. Toutes les religions ont leur fondamentalisme. Donc, il se trouve que ça. Mais il y a des jeunes de familles protestantes, il y a des jeunes de familles catholiques, il y a des jeunes de familles athées, il y a des jeunes de familles juives. Il y en a dans les banlieues populaires, il y en a dans les grandes villes, il y en a dans des quartiers résidentiels, il y en a dans des villages. C'est ça que les chiffres donnent. Et moi, je préfère regarder la réalité plutôt que de faire des procès imbéciles aux uns et aux autres, plutôt que de suspecter des personnes qui peut-être ont manqué de vigilance ou de clairvoyance à des moments de les suspecter de malveillance, alerter sur le manque de vigilance ou de clairvoyance. Je préfère ça, regarder les chiffres objectivement
Et y répondre. Y répondre par des politiques publiques, y répondre par des doctrines, y répondre par des budgets, y répondre par des actes. Bien, la parole est à M. Beaubry, puis ensuite Mme Abadi. Je m'absente un instant, mais vous pouvez continuer à débattre un petit instant. Merci, Monsieur le Président. Madame Taubira, mon propos était en réponse à votre propos introductif qui a fait état d'une vision que je ne partage absolument pas, et je confirme ici mes propos. L'endoctrinement en prison n'est pas apparu seulement à partir de votre nomination. Le prosélytisme s'organisait déjà bien avant vous. Mais vous nous avez dit être contre les nouveaux outils de renseignement par manque de formation. Or, vous avez été ministre à partir de 2012. La loi sur le renseignement, c'est 2015, durant les débats, vous vous êtes opposé à ces nouveaux outils. Je pense que vous auriez pu anticiper en amont la formation pour renforcer ce service du renseignement pénitentiaire. Vous ne voulez pas répondre sur le fait que ce positionnement ait pu profiter à la prolifération de l'endoctrinement islamiste au sein des établissements pénitentiaires, dont acte, mais c'est dommage, nous attendions quand même une réponse. Et j'attends toujours une réponse, en revanche, et sans nous exposer la source, bien sûr, mais j'attends que vous répondiez sur les éléments dont vous disposiez au moment du transfert de Yvan Colonna de la maison centrale d'Arles à l'établissement pénitentiaire de Réau, pour la soi-disant suspicion d'évasion. Merci, monsieur le rapporteur. Peut-être, monsieur le député, pour vous éviter de lire le compte-rendu de cette audition, puisque les éléments ont été apportés, j'ai dit que la seule fois où il m'a été remonté des informations concernant monsieur Yvan Colonna, c'était des informations indiquant que par diverses sources, il y avait une préparation d'évasion, que l'administration pénitentiaire donc proposait de le faire remonter à Réau et expliquait le choix de Réau par le fait que c'est en Île-de-France, qu'il avait déjà séjourné dans cet établissement et que pour les visites de sa famille, c'était plus simple qu'une autre partie du territoire. Monsieur le Président Acquaviva a complété en indiquant qu'il y avait, parce qu'en effet, il y a une procédure. La question est revenue sur le dit projet d'évasion de M. Colonna et les raisons pour lesquelles il était à Réau. Donc, je répète ma réponse. Et je disais que vous l'aviez complété en indiquant qu'effectivement, il y avait eu une procédure. Une enquête, pardon, et que l'enquête avait révélé qu'il n'y avait pas d'éléments matériels, malgré ces témoignages de sources différentes, c'est ce qui était remonté par les renseignements, des sources différentes et qui n'étaient pas en contact entre elles, qui faisaient état d'un projet d'évasion. Madame Abadi. Madame la ministre, votre micro, s'il vous plaît. Votre micro, s'il vous plaît, Madame la ministre. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Merci beaucoup déjà pour les mots que vous avez eus et la remise en perspective aussi par rapport aux événements qui avaient amené à l'assassinat du préfet Erignac. L'assassinat, le meurtre d'Yvan Colonna, effectivement, est un drame, mais on oublie souvent, quand on reparle de ce drame, de reparler du drame d'avant qui nous a tous amenés ici à parler de ce meurtre en prison. Vous disiez que pour établir le profil du DPS et les critères qu'on utilisait, vous parliez de l'émoi de la société, donc ce critère un petit peu objectivé de si ce détenu s'évade, que ressentirait la France? En l'occurrence, quand celui-ci a été tué, moi je connaissais qu'un seul nom de détenu comme ça, c'est le premier que j'aurais dit Yvan Colonna. Donc pour moi c'était le détenu le plus connu de France, mais après peut-être que d'autres ont d'autres référentiels, mais c'était effectivement, la France a été émue par aussi son meurtre. Donc la preuve en est que si c'était évadé, je pense qu'il y aurait eu aussi un grand émoi dans la société. Donc ma question serait donc de vous demander, par rapport à tous les autres critères, je crois qu'il y a une trentaine de DPS, je ne me rappelle plus, c'est ça, Monsieur le Président,
Pardon, vous dites... Il y a une trentaine de DPS en France. Il y a 225 DPS 225 au moment de Mme DPS. Belloubet, 250 peut-être aujourd'hui. J'imagine qu'il y a bien d'autres critères qui entrent en compte que celui de l'émoi que pourrait provoquer dans la société française l'évasion. Mais est-ce que vous pensez que celui-ci est judicieux? Est-ce qu'il concerne beaucoup de détenus, enfin à votre connaissance, et surtout à l'époque où vous étiez en charge de la chancellerie? Ça, c'était un peu le premier volet de ma question. Le deuxième, c'est que, mais il est lié, on a des homicides malheureusement en prison et pas qu'un tous les X ans. Il y en a d'autres, il me semble-t-il, tous les ans, qui provoquent pas du tout le même émoi, qui provoquent pas des commissions d'enquête de notre Assemblée nationale. Ce qui corrobore ce que je venais de dire, que Yvan Colonna était largement un détenu particulier. Donc il y a d'autres faillites. Vous avez employé le mot, je me permets de le reprendre. Je pense que de toute façon, c'est une évidence. Il y a d'autres faillites de notre système parce qu'il y a d'autres homicides qui passent en dessous des radars, en tout cas de notre attention. Et je vais aller sur la question de la surpopulation parce que c'est quand même, je pense, pour avoir travaillé sur le sujet pendant plusieurs mois, largement le plus grand fléau de notre prison, c'est la surpopulation qui l'emmène à pas jamais avoir assez de surveillants, jamais assez avoir de cellules, jamais assez avoir de moyens, jamais assez avoir de médecins, jamais assez avoir de tout ce dont auraient besoin les détenus en prison pour se réinsérer. Et on a beau construire des places, on court toujours quand même un petit peu après ces moyens, et on a beau nous voter des budgets extrêmement ambitieux et historiquement élevés, on court toujours quand même après les moyens parce que le nombre de détenus est toujours là. Et donc sur la surpopulation, qui est le fruit, je taquine mon collègue Beaubry, mais qui est le fruit de la sévérité de la justice quelque part, puisque les peines sont de plus en plus longues et sont de plus en plus lourdes et sont de plus en plus exécutées. On a un vrai sujet et donc peut-être votre regard, maintenant que vous avez ce recul et profiter de votre présence sur ce regard sur la surpopulation et sur tout ce qu'on peut mettre en œuvre dans la suite peut-être de ce que vous aviez décidé à l'époque, d'alternatives à la détention qui, ce n'est pas un gros mot, permettent parfois bien mieux la réinsertion que la prison. Je vous en prie, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Je reviens, mais vraiment par principe, pardonnez-moi, Monsieur le Président, vraiment par principe, parce que je veux que ce soit inscrit au procès-verbal. Vous avez dit que des fonctionnaires auditionnés ont dit que j'étais opposée au quartier dédié. Certains acteurs, voilà. Certains acteurs. Donc je veux indiquer au procès-verbal qu'il s'agit d'une accusation grave d'une part et que la moindre des honnêtetés serait de l'étayer. Alors moi je peux étayer le contraire par la politique que j'ai menée sur les quartiers dédiés, sur la recherche, action et sur le reste, mais la moindre des éthiques, c'est des actes d'éthique, c'est de l'étayer, soit par écrit, soit par une déclaration publique que j'aurais faite, puisque ces déclarations auraient bien été enregistrées quelque part. Voilà, je souhaite quand même que ce soit mentionné au compte-rendu. Je vous en remercie. Madame la députée, alors sur les critères DPS, alors il y a une nouvelle instruction ministérielle, elle date de 2022, elle est très récente. De janvier 2022, oui, tout à fait. Ouais. C'est ça, 2022, elle est très récente. Donc, parce que les instructions se suivent et abrogent les précédentes, forcément. Je connais mieux la mienne. Et donc, parmi les critères, il y a effectivement celui de... Alors, j'ai regardé quand même, elle est très longue, la dernière instruction, je l'ai regardée quand même. Il me semble que les différences, c'est qu'il est possible que la commission se réunisse en visioconférence. Il y a un critère supplémentaire qui a été ajouté, c'est celui d'avoir éventuellement participé à un mouvement à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire. Et puis, je crois que peut-être aussi, il y a une diversification, un ajout de membres, de personnalités, enfin d'autorités qui participent à la commission. Moi, jusqu'à mon instruction initiale, jusqu'à ma circulaire, donc, c'était essentiellement la justice, donc le ministère public, bien entendu, donc que ce soit pour des prévenus ou pour des détenus. Donc le ministère public, les juges d'application des peines, l'administration pénitentiaire,
le préfet ou son représentant, c'était peut-être la seule autorité qui n'était pas directement. Et moi, je trouve assez normal que les autorités judiciaires, parce que ça revient à une de vos questions, Monsieur le Président, que l'autorité judiciaire participe à l'examen de la situation des personnes qui sera inscrites ou désinscrites du répertoire des DPS. Je trouve plutôt logique et rassurant que l'autorité, même quand elle n'est pas obligée, elle est obligatoire lorsque c'est un prévenu, mais lorsque c'est un détenu, bon, elle pourra ne pas être là, mais je trouve normal qu'elle y soit. Voilà, donc j'en profite pour répondre à votre observation. Pour le reste, oui, il y a de la violence dans les établissements, c'est de la violence entre détenus, c'est de la violence contre les personnels pénitentiaires également, et incontestablement la surpopulation. Donc je disais que les premiers crédits que j'ai débloqués, ça a été en priorité pour accélérer des travaux, j'ai fermé un ou des ailes d'établissements vétustes, et puis c'est l'accélération des travaux a contribué aussi à l'encellulement individuel. Il faut créer les conditions pour que la détention soit un temps qui précède la sortie, On peut faire tous les discours qu'on veut, il y a un moment, puisque la justice ici, elle prononce des peines avec une durée. Même dans la réclusion criminelle à perpétuité, on sort en général. Alors, il y a des prisonniers qui ne sortent pas, il y en a qui meurent en prison, mais de vieillesse, mais d'une façon générale, on sort. Parce qu'après la période de sûreté, il est possible de faire... Vous avez indiqué, d'ailleurs, Monsieur le Président, que des décisions ont été prises concernant, je suppose, messieurs Alessandri et Ferrandi, je présume, et ils ont accès à la libération conditionnelle, c'est ça. Bon, ils avaient des périodes de sûreté. Malheureusement, suite aux événements. Voilà, on pourra revenir là-dessus. Oui. Hein. C'est pas suite à un parcours juridique droit et lisse quand on voit les appels du PNAT et surtout les arguments de troubles à l'ordre public qui empêchaient que leur jugement de première instance favorable soit suivi des faits, parce qu'il y avait un appel de seconde instance. Fort heureusement, un arrêt de la Cour de cassation est venu casser cet argumentaire sur trouble à l'ordre public récemment, ce qui fait qu'il était extrêmement difficile par la suite au PNAT de refaire appel lorsqu'il y avait une première instance favorable. C'est ce qui s'est passé et qui a permis à ce que ce qu'on appelle une logique de droit serein et non pas interprété puisse enfin suivre son cours. Voilà. Mais c'était évidemment postérieur à l'ensemble des événements qu'on a connus, comme leur levée de DPS d'ailleurs, qui a été décidée par le Premier ministre qui s'est fait déporter donc, suite au fait que le garde des Sceaux actuel avait été un des avocats des protagonistes suite aux événements. Voilà. Ce qui vient corroborer évidemment aussi la question de l'analyse du statut DPS au sens d'une décision politique ou judiciaire, à la fois à travers les critères en gros qui pour certains disent les critères en eux-mêmes permettaient de toute façon d'appliquer une logique de maintien, parce que quelle qu'ait été l'évolution du parcours carcéral des individus, par exemple Yvan Colonne, je pourrais bien sûr parler de mon nom, mais de ce qui ressort de ces auditions, c'est parcours exceptionnel, sans problème, sans incident. Or, les décisions de maintien de DPS étaient liées au procès, étaient liées à la situation judiciaire, et à l'acte, dans le sens de l'émoi, de l'éventuelle évasion. Et par ailleurs, l'administration pénitentiaire dit risque d'évasion concret faible. Voilà, donc c'est-à-dire par rapport à la possibilité théorique de l'évasion, pas pratique. Donc ça voulait dire que, quel qu'ait été son parcours, il devait avoir un maintien de DPS. Mais le DPS, en l'espèce, sur ces trois membres-là, posait problème que dans le fait, et vous le savez, qu'il empêchait le transfèrement. Enfin, du moins, il empêchait le transfèrement. On a eu un débat avec les avocats récemment. L'instruction en elle-même dit de privilégier, et non pas de mettre systématiquement des détenus DPS dans les centrales. Elle n'empêche pas, ou elle aurait pu ne pas empêcher, un transfèrement de détenus DPS en l'état de la centre de détention de Borg, ou si évidemment, aménagement de sécurité pour permettre la gestion de DPS dans les quartiers dédiés. Or, ce qui nous a été dit par certains acteurs, c'est qu'il était systématique qu'il fallait mettre le DPS en centrale. Ce n'est pas ce que dit l'instruction. L'instruction dit privilégie. Donc il y avait une possibilité de transfert qui n'a pas été faite. Évidemment, il y avait les critères, puis après, il y a eu les critères larges, puis après, il y a eu la gestion des événements. Voilà, je rappelle par rapport surtout à ce que vous disiez sur Pierre Alessandre, j'ajoute qu'un des cas qui démontre qu'il y a un problème de gestion politique dans ce cas-là, si je reprends le propos de Mme Belloubet, qui dit clairement, pour moi, il n'y a pas de présumé politique, mais c'est vrai qu'il y avait une instruction particulière, c'est ce qu'elle dit dans son propos,
qui visait qu'on me présentait l'administration, avec l'instruction, donc la continuité de l'administration centrale, ce que vous avez dit un peu par ailleurs, quand on vous disait on vous préparait la décision par la DAP, etc. Pour les détenus basques et les détenus corses, il y avait, en raison de critères larges ou de dimensions plus larges, je ne traitais pas les 225 DPS, mais sur ces détenus-là, il y avait un traitement particulier. Bon, donc voilà, je le dis sans... Comment dire, le problème aujourd'hui n'est pas de... C'est de revoir l'histoire, parce qu'en fait, dans cette histoire-là, c'est qu'ils font traduire des conclusions pour l'avenir sur le statut DPS, sachant qu'on parle de 225 détenus sur 70 000. Hein, donc on parle vraiment d'une frange infime des détenus en France. Et à l'aune de ce qui s'est passé de chez Gestion, parce qu'effectivement, ils auraient été transférés, sachant qu'évidemment, vous avez eu à connaître le problème du non-rapprochement familial. Pour Yvan Colonne, c'était depuis 15 ans, il ne voyait pas sa mère, c'était le problème de ne pas voir son fils, c'était, bon, on est dans une île, on est à 550 km d'Arles, c'est plusieurs centaines d'euros pour se rendre pour un parloir. J'ajoute aussi quand même, parce qu'il faut le noter, que les avocats ont évoqué que pour aller à la centrale d'Arles, il fallait qu'ils montrent patte blanche 2 mois avant pour avoir le droit de visite à leurs clients. Donc je le mets quand même contextuellement dans le domaine. Donc effectivement, c'est pour revenir à cette histoire-là, pour dire, est-ce qu'il ne faut pas revoir ce statut? On parle de judiciarisation, ce n'est même pas nous qui l'avons évoqué, c'était même les syndicats de la magistrature qui ont évoqué ici ce sujet, par exemple, hein, et d'autres. Bon, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Jean Castex est venu dire que peut-être effectivement j'ai eu à prendre des décisions lourdes et qu'il aurait mieux fallu qu'il y ait une instance judiciaire qui permette d'évaluer la capacité à lever ou à maintenir ces statuts. Bon. Donc il faut regarder l'avenir et puis regarder ce qui s'est passé, parce qu'effectivement ils auraient été transférés et il n'y aurait pas eu de drame. Voilà. Ça n'emporte pas de responsabilité judiciaire à ce stade, ça emporte une reconnaissance de trajectoire, voilà, et de problématiques. Oui, pardon. Je croyais que vous partiez, donc je vous signalais que j'allais répondre et que vous... Voilà, après je suis pour indiquer que Mme Amiot va vous poser une question ensuite. Allez-y, je vous en prie, Mme la ministre. Vous auriez pris connaissance de ma réponse. En tout cas, scrupuleusement, je tenais à répondre. Vous avez raison parfaitement, Monsieur le Président. C'est pour ça que je rappelais que, concernant Monsieur Colonna, la seule fois où j'ai eu à en connaître, les critères que j'ai donnés, j'ai dit qu'ils étaient dans un ordre rédhibitoire décroissant, je veux dire. Hein, c'est-à-dire que DPS... En effet, c'est machin, mais il était sous période de sûreté pour au moins 6 ou 7 ans encore. Il en est sorti le 9 juillet 2021, donc quelques 6 mois, 8 mois avant les faits du drame d'Arles. Et moi, j'en ai eu connaissance en 2013, donc il lui restait 7 ans de sûreté. Moi, je suis surprise que des avocats aient du mal à voir leurs clients, mais bon, non, voilà, c'était juste du contextuel. Mais... Voilà, c'est simplement une information que vous avez livrée ici. Hein, moi, voilà. Ça me paraît juste pas légal. Enfin bon, mais bon, voilà. Oui, j'entends ce que vous dites et bon, voilà, vous avez parfaitement raison. Même les détenus qui ont une condamnation à perpétuité sont des personnes qui sortent un jour. Et je pense pour ma part qu'il est normal qu'on sorte un jour de prison. Alors qu'on me fasse tous les procès de la terre, j'ai cette conviction qu'une société doit être en capacité de réhabiliter et doit être en capacité de préparer à revenir dans le milieu ouvert de la société. Voilà. Alors, il y a des échecs, comme dans toutes les affaires humaines, dans toutes les tentatives que nous faisons sur quelque sujet que ce soit. Il y a des succès, il y a des échecs. Voilà, la perfection n'est pas de ce monde. Et je partage avec vous le fait que, oui, il y a des alternatives à la prison. J'ai fait adopter une loi, il y a un député qui le regrette, mais je suis heureuse de dire ma fierté d'avoir fait adopter cette loi du 15 août 2014, qui effectivement supprime les peines planchées, parce que dans une société qui a à la fois de la civilisation et de la civilité, on peut ne pas considérer les gens de façon automatique. On peut considérer les actes des gens, les circonstances dans lesquelles les gens ont commis des actes. On peut considérer leur personnalité, on peut considérer leur parcours, on peut
considérer leur état d'esprit. Voilà, je pense ça. J'en reste convaincue. Là aussi, il peut y avoir des échecs. Ça fait partie de notre vie sociale. Mais je pense cela. Et je pense qu'on n'aura plus besoin de magistrats le jour où, effectivement, on condamnera automatiquement. On va faire comme des tas d'autres choses qu'on fait automatiquement. Il y a des machines à tous les coins de rue. Et on les fait sans plus voir personne, ni sans plus parler à personne. Donc il y a effectivement des alternatives. Et la surpopulation est incontestablement un critère de violence entre détenus et contre les personnels. Il y a donc nécessité de lutter contre la surpopulation par la construction d'établissements pénitentiaires si c'est nécessaire, mais par des alternatives effectivement à l'incarcération lorsque c'est plus utile et efficacement pour la société de contraindre quelqu'un à faire des activités d'utilité générale, enfin d'intérêt général, on le connaît, ça existe, mais de travailler et d'indemniser la victime pour les dégâts matériels que cette personne a pu causer à la victime, de se soumettre à d'autres contraintes qu'on peut ajuster par rapport à sa vie, à son activité professionnelle, à sa réalité sociale, etc. Voilà, je pense que pour certains contentieux, pour certaines infractions, c'est plus utile de faire comme ça que de les enfermer dans des établissements où il n'y a pas d'activité de travail, où il n'y a pas d'autres activités. J'ai signé des conventions lorsque j'ai essayé de développer les activités dans les établissements pénitentiaires. Donc j'ai signé des conventions avec des mairies, avec des bibliothèques municipales, je disais que je travaillais avec le ministre du Travail, donc avec des entreprises également, avec des musées, avec voilà, toute une série de partenaires qui permettent d'introduire des activités. Parce que ça réduit aussi la tension, ça réduit aussi l'agressivité à l'intérieur de l'établissement, d'avoir une journée scandée par des activités, plutôt que d'avoir une journée où l'on passe 2/3 ou 3/4 de son temps enfermé dans une cellule avec 2 autres détenus dans une cellule de 9 mètres carrés. Voilà, sans donner la moindre excuse à personne, lorsqu'on en sort, on peut être un peu enragé en tant qu'être humain, simplement. Donc voilà, je pense que si cette loi est appliquée, j'ai constaté récemment que, par exemple, la justice restaurative, sur laquelle aussi j'ai reçu toutes sortes d'insultes, d'accusations et de... Bon, qui me révigorent d'ailleurs. Pardon pour cette parenthèse et se laisser aller, Monsieur le Président. Mais vous avez le droit de décompresser vous aussi, Madame la Ministre. Hein. Oui, je crois, voilà, hein, enfermée depuis le temps dans cette salle. Donc oui, je crois que c'est un vrai critère de violence, une vraie source de violence. Et ça expose nos personnels. Enfin, ce ne sont plus les miens, mais bon. Madame Amiot, pour ce qui sera certainement la dernière question. Madame la Ministre, votre micro, s'il vous plaît. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la Ministre. En réalité, je n'aurai pas de questions pour vous, puisqu'elles ont déjà été posées et que vous avez déjà répondu. Du coup, je profite et je m'autorise plus exactement comme étant membre de cette mission, et je pense avoir été suffisamment assidue et présente, Monsieur le Président en témoignera volontiers, pour vous dire que nous n'étions pas tous députés présents là pour se servir de ce micro comme d'une tribune, de votre audition comme d'une tribune ou comme d'un tribunal. Sachez que nous avons entendu énormément de gens, que chacun, effectivement, a de près ou de loin une part dans l'état à la fois de nos prisons, de nos institutions, et de près ou de loin, effectivement, est un maillon du rouage de cette journée qui a conduit à la mort d'Yvan Colonne. Pour autant, moi, ce que j'ai entendu dans ces auditions, et notamment lors de l'audition du chef de la mission de lutte contre la radicalisation violente, c'est que nous en sommes en France, mais un peu partout dans le monde, encore au balbutiement de la gestion de la radicalisation violente, que encore beaucoup de pays ne savent pas comment aborder le sujet.
et que la France aujourd'hui est regardée avec beaucoup d'attention, comme notamment comme par des pays comme les États-Unis, ce qui peut, à certains égards, nous induire d'une légère fierté, un cocorico. Et moi, je pense, au vu de ce que vous nous avez apporté, de ce que monsieur le chef de la mission de lutte contre la radicalisation violente nous a apporté aussi dans ces éléments de réponse, que si on en est là aujourd'hui, si on arrive effectivement à mettre en place un système qui en est toujours effectivement qu'à ses balbutiements et qui en était encore à ses balbutiements, on s'en rend compte aujourd'hui, hein, qu'il y a beaucoup de choses qui étaient en cours de mise en place, où on apprend, les personnels apprennent et se forment à gérer des personnes radicalisées. On n'en est pas là pour rien. Il a fallu poser les premières pierres et vous en êtes à l'origine. Donc je voulais en profiter justement pour vous saluer, vous dire que vous n'êtes pas seul à penser qu'il y a une vie, et il doit y avoir une vie après la prison. Il aurait dû y avoir une vie pour M. Colonna après la prison. Et que, effectivement, pourquoi pas, la justice restaurative peut être une des pistes à envisager. Et d'ailleurs, elle l'est aujourd'hui au sein de nos établissements scolaires, et elle devient petit à petit une norme, notamment dans le traitement des questions de harcèlement. Et c'est peut-être donc par nos enfants qu'arrivera cette question. Donc je vous remercie et je ne vous embêterai pas plus. Madame la ministre, c'est deux mots parce qu'on a débordé, qu'il y a encore une audition derrière, mais effectivement, je vous en prie. Remercie Madame la députée pour sa confiance et puis pour cette évocation de la justice restaurative, parce que voilà, j'ai introduit dans la loi malgré beaucoup d'hostilité, mais je sais ce qu'elle a donné comme résultat au Canada, au Danemark, en Norvège, dans toute une série de pays. Donc voilà, on a beaucoup amendé, beaucoup soutenu les victimes. Ça a beaucoup aidé, ça a accéléré les processus de résilience des victimes, et ça a beaucoup pesé dans la prise de conscience des auteurs de faits. Donc je sais que c'est bon pour nous. Je sais que c'est bon pour nous. Donc si c'est bon pour nous, même si ça hurle de beaucoup d'endroits, il faut le faire, il faut s'y engager. Oui, mais pour le reste, oui, vous avez raison. Vous avez raison. On est sûr de rien et on fait au mieux. On fait au mieux. Alors, la bonne foi n'est pas une excuse, mais on fait au mieux, et je prends l'a priori que les uns et les autres... Moi j'ai vécu ces interrogations. Vous dites que nous en sommes au balbutiement. Je me suis exprimée, ça devait être en début 2015... devant le comité antiterroriste de l'Organisation des Nations Unies. Il y avait une très grande curiosité de la part des pays sur ce que nous allions faire, sur les réponses que nous allions construire, structurer, parce qu'effectivement, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de livre de recettes. Effectivement, tous les pays sont plus ou moins désarçonnés. Donc je pense que nous pouvons mettre sur la table nos interrogations, nos doutes, nos hésitations, nous pouvons les mettre sur la table pour avancer ensemble, pour essayer de construire ensemble la meilleure réponse possible, parce qu'il n'y en a pas qui ait fonctionné. Le Patriot Act aux États-Unis a donné les résultats que l'on sait, sans empêcher. Donc, je pense qu'ici, et je le dis aisément parce que je ne prends pas sur moi, j'ai eu à mes côtés un cabinet avec des conseillers et des conseillers, des directeurs de cabinet, conseillers de très grande qualité, extrêmement impliqués. Et tout à tous les niveaux, c'est-à-dire pénitentiaire, bien entendu, hein, puisque c'est ce qui nous concerne le plus, mais pénitentiaire, mais également politique pénale, mais également les politiques publiques, mais également la protection judiciaire de la jeunesse. Tout le cabinet, les directions d'administration extrêmement impliquées, y compris physiquement, y compris psychologiquement. Il y a eu des moments où c'est moi qui leur ai demandé de partir chez eux, notamment les jeunes pères et mères. Où je leur demandais de vous dégager de la chancellerie, je ne veux pas vous voir, notamment entre 17 et 19 heures. Allez récupérer vos enfants, vous reviendrez après si vous voulez. Les personnes impliquées, lorsqu'il y a eu des attentats, nous campions tous
le cabinet, les directrices, directeurs d'administration, nous campions tous à la chancellerie. Donc voilà, tout le monde, chacun a mis de l'ardeur parce que nous portions ensemble une tragédie du pays, nous portions ensemble des interrogations, nous portions ensemble la souffrance et notre impuissance vis-à-vis de cette souffrance, face à cette souffrance. Notre impuissance. Nous avons fait pour novembre 2015, je me permets d'une phrase, mais j'ai compris, Monsieur le Président, qu'il faut conclure. Il se trouve que, donc, après les attentats de janvier 2015, donc Charlie, j'étais en contact avec des veuves et je les ai appelées plusieurs fois et j'ai constaté qu'il y avait des hiatus dans le suivi. Et j'ai donc décidé de revoir la circulaire de prise en charge des victimes. Et j'ai mis en place un dispositif de travail en commun avec plusieurs ministères, l'Intérieur bien entendu, la Santé, les Finances, les Affaires étrangères et tout. Et nous avons travaillé. Et moi, j'ai signé le décret, le nouveau décret. Alors, j'ai voulu aller plus loin dans le poids juridique. Donc, ça n'était plus une circulaire, c'était un décret de prise en charge des victimes. Je l'ai signé le 12 novembre 2015. C'est-à-dire que dans la nuit du 13 novembre 2015, nous mettons en application. Donc, je fais ouvrir un centre aux invalides, vous savez, puisque jusque-là, c'était à la cellule de crise. Mais en janvier, à la cellule de crise, nous avions une vingtaine de personnes mortes et assassinées et leurs familles. Voilà, nous en avons 130 en 2015. Donc, voilà, nous apportons cela, nous faisons cela. Pour ma part, je ne ferai de reproche à personne, mais je salue et je profite de cette occasion et je vous en remercie pour dire à quel point mes équipes ont été extrêmement mobilisées. Chacun avait vraiment le souci de voir comment nous serions efficaces, comment nous allions profiter des expériences des autres, comment nous allions transmettre aussi aux autres. Et la coopération entre nos magistrats, et c'est aussi ce qui a permis qu'en 48 heures, je signe l'autorisation d'une équipe commune d'enquête en novembre 2015, parce que moi, j'ai fait des bilatérales avec tous les ministres de la Justice, puisque j'allais très, très assidûment au Conseil des ministres, et que les magistrats se connaissaient du fait de ces rencontres internationales, et que donc en 48 heures, nous avons pu avoir accès aux différents fichiers écrits, donc aux antécédents judiciaires de ceux qui étaient passés par la Belgique, qui étaient passés par l'Espagne, l'Italie, etc. Et ce sont toutes ces relations qui ont amélioré l'efficacité face à cette tragédie. Pardon si j'ai voulu donner trop de détails. Non, c'était évidemment un moment important pour notre commission. Nous avons échangé, je pense, de manière dense. Il y aurait encore tant à dire, évidemment, avec vous sur les aspects, mais merci de vous être rendu disponible encore une fois pour cet échange qui nourrira nos travaux et qui, je souhaite, ces travaux permettront à la fois de mettre la lumière un peu plus forte sur ce qui s'est passé tout en ayant des recommandations pour l'avenir. Voilà. Merci Madame la Ministre.